Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir 8 règles de Philippe Fisher pour mieux investir. Donc qui est Philippe Fisher? C'est un investisseur de l'époque de Benjamin Graham et c'est une des inspirations de Warren Buffett et c'est aussi l'auteur du livre Common Stocks and Uncommon Profits que je viens de finir de lire. Et du coup à la fin du livre il donne un résumé en 8 points de sa philosophie d'investissement. Et je trouvais que ce serait intéressant d'en faire une vidéo. Donc c'est parti, on va voir les 8 points. Le premier point, c'est acheter des entreprises qui ont un plan pour avoir une forte croissance de leurs bénéfices à long terme et qui ont un moat. Donc quand on fait ses recherches sur une entreprise pour savoir si on va investir dedans ou non, je pense que c'est important d'avoir une partie de notre recherche qui est sur les possibilités de croissance future. Et si à l'inverse, les entreprises qu'on recherche, on voit qu'elles n'ont pas tellement de projets pour l'avenir qui pourraient amener une croissance à long terme, c'est que c'est sûrement des entreprises qui ont atteint un niveau de stagnation, voire même de déclin. Et ensuite, il faut qu'elles aient un rempart concurrentiel. Donc ça, il y en a plusieurs types, mais en général, c'est network effect ou effet réseau. Donc ça, c'est quand un service ou un produit gagne en valeur au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Donc typiquement, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est un cas classique de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Visa, Mastercard qui en bénéficient, etc. Après, il y a tout ce qui est switching cost ou coût de transfert. Ça, c'est quand les clients sont en quelque sorte bloqués sur un service, et ça leur demanderait énormément de ressources, de temps, d'argent, de personnel, etc. pour switcher chez la concurrence. Donc ça, il y a par exemple Microsoft qui en bénéficie beaucoup. Je pense aussi tout ce qui est business de base de données par exemple, ce qui est lié aussi à la sécurité, etc. En troisième type de moat, on a les actifs intangibles, mais en général c'est même plus précisément une marque forte. Donc dans cette catégorie-là, on a Apple, on a Nike, on a Coca-Cola, McDonald's et d'autres. Et le quatrième type de moat classique, c'est le fait d'avoir les volumes les plus élevés et donc les coûts les plus bas. Et donc ça permet de proposer aussi les prix les plus bas pour les clients. Donc ça se retrouve plutôt dans des business du genre Amazon, Walmart, Costco et ce genre-là. Plus ces business-là ils grossissent, plus ils ont des coûts qui sont faibles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils répercutent cette baisse de coûts sur les prix. Et donc, un nouveau concurrent, il peut pas rivaliser avec ces prix-là puisque ses coûts sont plus élevés. Donc, point numéro 1, des entreprises qui ont un plan pour avoir une croissance de leurs bénéfices à long terme et qui ont un moat. Point numéro 2, acheter ces entreprises quand elles sont mal aimées. Donc elles peuvent être mal aimées pour deux raisons, soit parce que le marché global est pessimiste, donc dans ce cas-là c'est les actions en général qui sont un peu mal aimées, ou bien parce que les investisseurs sont pessimistes sur l'entreprise en question, et dans ce deuxième cas un exemple typique qu'on a eu récemment c'est le cas de Meta en 2022, et l'intérêt d'acheter ces entreprises quand elles sont mal aimées, c'est parce qu'à ce moment-là leur valorisation est plus attractive, parce qu'une entreprise qui a une forte croissance, un potentiel de croissance fort pour le futur, qui a un moat et qui est dans un marché qui est optimiste, bien souvent, comme d'ailleurs c'est le cas en ce moment, elle va être à une valorisation qui est tellement élevée qu'elle donne au final un espoir de retour sur investissement futur qui est au final assez faible. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument profiter des situations où le marché global est plutôt pessimiste, ou bien quand il y a un pessimisme sur un secteur ou sur l'entreprise en question. Le troisième point, c'est sur cette fois-ci la vente des actions. Donc il nous dit de vendre une action uniquement si l'entreprise est tellement grosse qu'elle ne pourra plus croître plus vite que l'économie. Donc ça c'est pour les boîtes qui ont en quelque sorte atteint leur potentiel maximum. Donc je connais pas trop ce profil de boîte là, mais je pense que par exemple une entreprise comme Coca-Cola, elle rentrerait dans cette catégorie. Ensuite il nous dit aussi de vendre s'il y a un changement négatif profond des fondamentaux. Et il nous donne un exemple, c'est changement d'équipe de direction pour un personnel de direction qui est moins bon qu'avant, donc un mauvais changement de management. Donc selon Philippe Fisher, c'est seulement dans ces deux cas-là qu'il faut vendre. Et il nous dit par contre de ne surtout jamais vendre sur des prédictions sur l'économie ou sur le marché. Donc ne pas prendre de décision d'investissement sur une histoire de taux qui monte, de taux qui baisse, d'inflation, de déflation, de crack imminent, de crise ou je ne sais quoi. Donc il faut être très prudent sur la vente, ne baser ses décisions de vente que sur des fondamentaux liés à l'entreprise. Et ça c'est un conseil qu'on retrouve systématiquement dans tous les livres de bourse que j'ai lus. Donc il y a vraiment consensus chez les meilleurs investisseurs sur le sujet de la vente d'actions. Donc c'est pour ça que même si je trouve qu'en ce moment le marché est très cher et que je trouve peu, voire pas d'opportunités, je préfère quand même garder les actions que j'ai en portefeuille. Donc je sors pas mais je suis plus prudent sur les achats. Ensuite, point numéro 4, sur le sujet des dividendes. Pour ceux qui cherchent l'appréciation maximale de leur capital, donc l'enrichissement maximal, réduisez l'importance des dividendes. Les opportunités les plus attractives seront principalement dans des entreprises à faible dividende ou bien sans dividende. Et on aura beaucoup moins de chances de trouver ces opportunités attractives dans les entreprises qui ont un payout ratio élevé, donc qui versent une grosse partie de leur free cash flow en dividendes. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet au mois de décembre, mais donc c'est important de comprendre que quand une entreprise utilise son free cash flow pour
le verser en dividende. Le point positif, c'est que ça donne un revenu personnel sur le moment à court terme, mais il faut bien être conscient que ce free cash flow, du coup, s'il nous est versé, il n'est pas réinvesti dans l'entreprise, et donc il ne va pas participer à la croissance de l'entreprise, et les entreprises qui vont nous enrichir le plus, c'est des entreprises qui vont être capables de réinvestir leur free cash flow avec un ROE ou ROIC ou ROCE, peu importe, qui est très élevé, donc des retours sur investissement très élevés, et donc ça va permettre de profiter au maximum des intérêts composés, les fameux intérêts composés, qui justement sont souvent vendus comme argument de ceux qui mettent en avant des stratégies à dividendes, alors que justement les dividendes ralentissent les intérêts composés, et il ne dit pas d'acheter que des entreprises qui ne versent pas de dividendes, il dit bien des entreprises qui versent peu de dividendes ou pas de dividendes. Point numéro 5, faire parfois des erreurs d'investissement, c'est inévitable, mais ce qui compte c'est de les reconnaître le plus vite possible pour comprendre leurs causes et comprendre comment ne pas répéter la même erreur. Donc là-dessus, si je prends mon exemple, quand j'ai découvert un peu tout ce monde là de l'investissement et tout ça, avec les cryptos en 2017, j'ai fait absolument toutes les erreurs classiques, donc investir dans des choses que je comprends pas, acheter parce que telle personne a acheté, le FOMO, donc plus ça monte, plus j'achète, et plus ça baisse, plus je vends, enfin voilà. Tout ce qu'il faut faire. Donc évidemment j'ai perdu de l'argent, mais je me suis dit qu'il fallait justement que j'apprenne comment bien faire pour pas que ça se reproduise. Et là j'ai commencé à lire des livres et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait c'était vraiment des erreurs ultra classiques. Et donc je fais gaffe maintenant que j'ai investi en IMO et que j'ai investi en bourse de pas refaire ce genre d'erreur. Et Philippe Fisher nous donne un exemple d'énorme erreur selon lui. Donc savoir prendre des petites pertes sur certaines actions et laisser les bénéfices croître sur nos meilleurs investissements est un signe de bonne gestion, mais prendre des petits profits sur nos meilleurs investissements et laisser nos pertes grossir est un signe d'une gestion catastrophique, et un profit ne doit jamais être pris juste pour la satisfaction d'être pris. Et par rapport à ça, plus tôt dans le livre, il parle de ce qu'il appelle la règle des 3 ans. C'est que simplement, quand il prend une décision d'investissement, donc quand il achète une action, il laisse 3 ans à l'action pour voir si son scénario se réalise, et à partir de là, il peut éventuellement prendre une décision de vente. Et donc là, ce qu'il nous dit, c'est que si on a fait un investissement, mais qu'on voit que manifestement, au bout d'un certain temps, donc dans son cas 3 ans, ça se passe pas du tout comme prévu, l'action bouge pas, voire elle baisse, c'est qu'il doit y avoir une information qui nous manque, un truc qu'on n'a pas compris, et donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre une petite perte sur ces actions et laisser les bénéfices courir sur nos investissements qui se passent bien, plutôt que de faire le contraire. Ensuite, 6e principe, il y a assez peu d'entreprises qui sont vraiment extraordinaires, et souvent elles ne peuvent pas être achetées à des prix attractifs, donc quand ces opportunités arrivent, il faut absolument en profiter et ne pas y aller de main morte. Ça c'est aussi un conseil qui est beaucoup revenu dans les autres livres que j'ai lus sur la bourse. Quand après nos recherches on pense avoir trouvé vraiment des grosses opportunités, à ce moment-là faut pas investir timidement, et c'est pas le moment de garder du cash de côté, il faut vraiment concentrer notre cash dans ces meilleures opportunités qu'on trouve. Avant-dernier point, pour un particulier, posséder plus de 20 actions différentes est un signe d'incompétence, l'idéal est vers 10 ou 12, et si on arrive à 20 actions, c'est quasiment toujours préférable de réallouer l'argent qui est sur nos actions les moins attractives vers nos actions les plus attractives. Alors pour l'instant je suis encore à moins de 10 donc je me rends pas compte, mais je pense qu'en effet quand on est un investisseur particulier, déjà à 20 actions, pour réussir à les suivre, pour vraiment comprendre dans quoi on a investi, pour suivre au moins une fois par an les rapports annuels au minimum, ça me paraît assez compliqué, et je pense qu'en effet 10 à 15 actions, ça doit être suffisant niveau diversification, mais pour en même temps pas trop perdre en facilité de gestion, et pour que ça prenne pas non plus un temps infini. Et quand on dépasse les 20, il conseille plutôt de prendre nos actions, nos moins bons investissements, et de réallouer cet argent sur nos meilleurs investissements. Et point numéro 8, ne pas accepter aveuglément l'opinion dominante du moment des autres investisseurs, ni la rejeter juste pour le plaisir d'être contrariant. Il faut avoir une réflexion rationnelle et le courage d'agir en opposition à la foule quand notre jugement nous dit qu'on a raison. Donc là, ce qui se passe souvent, c'est surtout quand on débute, on va avoir un comportement moutonnier, donc on va être sujet au FOMO, on va voir que tout le monde achète, on va acheter, on va voir que tout le monde vend, on va vendre. Mais une fois qu'on a appris de cette erreur-là, après il y a un risque de tomber dans la contradiction stupide et de toujours vouloir être à contre-courant, ce qui est dangereux aussi puisque l'opinion, la majorité peut avoir raison, donc c'est pour ça que c'est important de simplement avoir une réflexion rationnelle, justifiable, et si notre conclusion, elle arrive à l'opposé de la pensée dominante, alors par contre c'est là où en général on va avoir les plus fortes opportunités de gains. Et pour moi le remède contre ça, contre les réactions émotionnelles, que ce soit dans le sens de la masse, ou au contraire en opposition à la masse, c'est au final de connaître l'analyse fondamentale, et donc savoir vérifier par des données chiffrées
et qui sont non soumises à une opinion. Est-ce que telle entreprise est dans une bonne situation? Est-ce que voilà, c'est une bonne entreprise, qui a de la croissance ou pas, qui a une bonne profitabilité ou pas, qui a un bon endettement ou pas? Est-ce que sa valorisation actuelle, elle me donne une probabilité correcte d'avoir un retour sur investissement supérieur au marché à long terme ou pas? Et si les chiffres nous disent que c'est pas le cas, bah c'est que c'est sûrement pas le cas. Et ça, c'est un bon moyen de se protéger, surtout en phase de bulle. Parce qu'en phase de bulle, si on n'a aucune idée de comment vérifier la valorisation d'une entreprise, à ce moment-là, c'est vraiment facile d'avoir l'impression de rater quelque chose. Mais si on sait faire une simple valorisation et qu'on voit que le prix actuel, il se justifie pour une croissance de 30% par an, comme ça a été le cas par exemple pour Tesla, hein. Dans ce cas, on sait clairement qu'il y a une bulle et on se fait pas avoir. Donc dites-moi en commentaire si parmi ces 8 règles, il y en a qui vous ont fait réaliser une erreur que vous faisiez. Dites-moi aussi s'il y en a avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!